Bonjour Ise, bonjour Clara. Alors qui êtes-vous? Donc petit détail, Ise c'est celle qui est habillée en noir, Clara c'est celle qui est habillée en blanc. Commençons par la plus jeune, Clara. Alors moi, je suis Clara Delcroix, j'ai 17 ans. Je suis actuellement étudiante à l'Académie ESJ Lille, c'est-à-dire que je fais une licence en économie et gestion à l'Université de Lille. Et en même temps, en parallèle, j'ai des cours à l'école de journalisme. Et à côté de ça, je m'occupe d'un blog sur la plateforme de blogueurs francophones qui se nomme Mondoblog. Ce blog se nomme Pure Génération Z. Et ça me permet d'embrayer sur une autre de nos activités avec ma sœur et mon père. Tous les lundis, une semaine sur deux, on fait une émission, une web émission sur la génération Z justement. Et enfin, troisième point, nous gérons à trois, toujours avec ma sœur et mon père, un blog de cuisine qui se nomme La cuisine de Mémé Monique. Donc moi je suis Ise Delcroix, j'ai 20 ans. Je suis influenceuse Pinterest, j'ai plus de 420 000 abonnés dessus. Et en même temps, je gère le blog de la cuisine de Monique avec ma soeur et mon père, voilà. Alors le blog de la cuisine de Monique tout seul ou les réseaux sociaux également? Ah, les réseaux sociaux, tout ce qui va autour du blog. Alors on vous a connu avec un site internet qui s'appelle Visite. Est-ce que vous pouvez nous parler de Visite? Donc Visite, en fait, c'est un système pour que des inconnus viennent manger à la maison. En fait, ils se connectent sur le site et ils choisissent chez qui ils veulent manger et leur menu. Et après, ils ont notre adresse et puis ils viennent et puis on partage un repas ensemble. Et par exemple, notre première fois avec Visite, c'était quelqu'un qui venait fêter un anniversaire. Du coup, c'était assez rigolo. C'était une famille avec deux enfants et le mari et la femme et c'était l'anniversaire du mari. Voilà, et du coup, nous, on a eu l'idée de nous inscrire sur Visite parce qu'on a une maison de campagne. Et un jour, des gens sont venus frapper à notre porte en nous demandant si nous connaissions un endroit pour planter, pour qu'ils puissent planter leur tente. Et nous, on leur a dit, bah, installez-vous dans le jardin, aucun problème. Et au final, après le repas du soir, on leur a dit, bah, venez boire le café avec nous. Voilà, et en fait, ce qui était censé durer une demi-heure, une heure, c'est un peu éternisé. Et ça a dû se terminer vers 1 heure, 2 heures du matin. Et du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée justement d'accueillir des étrangers, des gens que nous ne connaissions pas chez nous pour partager un repas avec eux. Alors vous avez le blog La cuisine de Mémé Monique, mais en réalité ce blog c'est une communauté, mais c'est pas la seule communauté, vous avez plein de communautés. Alors est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu justement la mise en place de Mémé Monique jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé, et les évolutions que ça prend, est-ce que ça vous apporte? En fait, Mémé Monique, la cuisine de Mémé Monique, donc on orthographie Monique M-O-N-I-Q et non Q-U-E. C'est un très vieux projet qui date d'il y a une dizaine d'années, alors que j'avais 7 ans et Ise 9 ans. En effet, notre grand-mère donnait des cours de cuisine dans un centre social, et il y a un bon bout de temps déjà, et nous avons repris tous ces cours de cuisine, les avons réactualisés, et on a refait toutes les recettes une à une en faisant des pas à pas et en réexpliquant avec nos mots d'enfant comment effectuer ces recettes. Du coup, c'était la cuisine pour des enfants, par des enfants. Et ensuite, il y a eu un changement assez profond au niveau de toute l'organisation du site et c'est devenu la cuisine familiale. Je te laisse attendre. Ok. En fait, pendant une période, le blog était un peu délaissé. Et un jour, je n'arrivais pas à faire les meringues. Je vois quelqu'un qui publie une super photo de meringues. Je lui demande comment elle a réussi à les faire. Et elle me répond, il y a plein de recettes sur internet. Et j'ai dû insister fortement pour avoir cette recette-là. Et la recette qu'elle me donne ne marchait pas. Et moi, j'ai dit, si c'est ça à la maison, on fait de la cuisine tous les jours, matin, midi, soir, pour manger. Donc pourquoi pas, on va publier nos photos sur les réseaux sociaux et les internautes vont nous demander les recettes quand ça les intéresse seulement. Donc de là est venue la cuisine familiale plutôt que la cuisine par les enfants pour les enfants. Et sur quels réseaux sociaux vous vous trouvez alors? Oh là, sur plein de réseaux sociaux. Sur Facebook, on est à peu près 5 000 personnes. Sur Twitter, on est quasiment à 6 000. Sur Instagram, 2 ou 3 000, je sais pas. Après, on se trouve aussi sur Weirtit, sur Snapchat, sur. J'oublie quoi? Tumblr, mais c'est à moitié un réseau social. Pinterest, évidemment. Et d'ailleurs, avec Pinterest, c'est un peu spécial parce que tous les trois, papa, Clara et moi, nous avions des boards qui concernaient la cuisine.
Et du coup, nous avons décidé de recréer un compte Pinterest La Cuisine de Mémé Monique où nous avons tous partagé nos boards en collaboratif, ce qui fait que certains boards vont avoir 500 abonnés seulement, mais d'autres vont avoir plus de 350 000 abonnés. Vous avez également une stratégie particulière dans Snapchat. Oui, en fait, Snapchat, c'est-à-dire qu'on n'a pas un compte La Cuisine de Mémé Monique parce qu'au quotidien, à la fois Ise, papa et moi, nous utilisons nos Snapchats respectifs et plutôt que de recréer un compte Snapchat, ce qui aurait été un peu ardu, étant donné que nous publions déjà des photos de cuisine dans nos snaps respectifs, nous avons décidé de communiquer sur les 3 comptes Snapchat de La Cuisine de Mémé Monique. Et cela permet aussi d'avoir 3 approches différentes quand chacun parfois publie la même photo du plat, mais ça va pas être exactement la même photo, où il va y avoir une légende différente et ça fait pas la même approche. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement cette présence dans les différents médias sociaux? Mis à part que vous êtes considéré comme influenceur de la cuisine, par exemple dans Twitter, on le sait parce que les études l'ont donné, mais pour vous à titre privé. Pour moi, c'est une notion de partage, ça permet aux gens, par exemple, quand on partage une recette, les gens vont dire ah ouais, c'est bien, j'aime bien, c'est original, etc. C'est surtout ça, moi, ce qui me fait plaisir et ce que j'en retire, c'est c'est la satisfaction des gens qu'ils ont envers ce qu'on publie ou qui trouvent ça original. C'est surtout ça, puis toujours être à la recherche de nouvelles connaissances par rapport à la cuisine et chercher toujours de nouvelles connaissances, quoi. Ouais, c'est une interaction avec notre communauté, on partage, on échange et... Voilà. Oui, c'est d'ailleurs le cas avec le WhatsApp que vous avez créé. C'est exactement ce que je fais. Partage cuisine africaine. Voilà, partage cuisine africaine. Qui était fait tout à fait dans cet esprit-là. Ouais, et je rajoute juste un truc. Par exemple, avec ce groupe WhatsApp, ça nous a permis de découvrir un légume qui s'appelle le safo, qui est absolument pas connu en France. Et c'était marrant, c'était un mélange de cultures, etc. Voilà. Donc la question suivante, c'est on va faire un peu de prospective. Quel est l'avenir de la cuisine? Qu'est-ce qui va se passer dans la cuisine dans 10 ans? Sur cette question, je pense que tu es un peu mieux placé que nous pour y répondre, étant donné que tu as déjà fait des conférences sur le sujet. Alors effectivement, j'ai fait des conférences avec des nutritionnistes sur la génération Z et l'alimentation. Ça s'appelait Génération Salade, ma présentation, parce que avec l'arrivée de votre génération, il y a beaucoup de bouleversements qui sont mis en place dans l'alimentation proprement dit au niveau des jeunes. Il y a un retour à la cuisine chez soi, y compris dans les chaînes de restaurants universitaires. Ils ont complètement modifié les chaînes aux États-Unis, par exemple. Il y a des notions sur les horaires d'alimentation qui sont différents, sur la traçabilité des produits. Vous êtes très écolo et vous êtes un peu économe également. Donc on retrouve tous ces phénomènes-là à l'intérieur. Voilà ce que je peux dire rapidement dessus. Après, moi, je voudrais aussi rajouter un point que tu n'as pas complètement développé. C'est l'internationalisation de tout ce qui est équipement de cuisine aussi. Par exemple, nous, on peut utiliser le slow cooker des Américains et aussi, par exemple, les Américains nous ont piqué, entre guillemets, le gaufrier qui, pour nous, servait seulement à faire des gaufres, alors que eux, ils s'en servent pour faire cuire des œufs, pour faire cuire du bacon, plein de choses différentes et très variées, choses que nous, en France, on fait absolument pas, par exemple. Et donc, vous pensez que ça va se développer? Oui, je pense, oui. Parce que, c'est vrai que c'est pas bête, ça permet avec un ustensile de faire beaucoup plus de recettes, alors que nous, on a un gaufrier, mais on s'en servait que pour faire des gaufres, entre guillemets, et en réalité, on peut faire plein d'autres recettes avec un gaufrier que nous, on n'aurait pas forcément pensé. Et vous me disiez hors antenne, en quelque sorte, qu'il y a également une tendance au retour aux vieux ustensiles. Oui. Par exemple, encore hier, on a publié une photo de tarte au quetch. Et il y a quelqu'un qui nous a mis un commentaire en disant « Ah, c'est génial, avec une tourtière en métal, j'arrive pas à en trouver facilement. » Et nous, on était là, nous, c'est ce qu'on utilise. D'ailleurs, on a plus de tourtières en métal qu'en silicone, par exemple. Du coup, nous, c'est ce qu'on préfère utiliser au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu récupéré les ustensiles de cuisine de nos 2 grands-mères, côté maternelle, côté paternelle. Du coup, c'est un peu des vieux ustensiles qu'on a chez nous, mais ils fonctionnent toujours très bien, quoi. Et justement, parlant des grands-mères et des parents, vous avez un point de vue sur une étape qui a été loupée quelque part. Oui, on a l'impression que parfois, il n'y a pas eu la transmission de savoir-faire culinaire qui a été transmis aux enfants. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de
savoir-faire, même les trucs les plus basiques en cuisine, parce que personne leur a expliqué quand ils étaient petits. Du coup, maintenant qu'ils sont plus grands, qu'ils sont chez eux, ils savent pas comment le faire. Du coup, ils ont une vraie recherche par rapport à ça. Ouais, ce qui était naturel à l'époque, en Ouais. fait, ne l'est plus vraiment maintenant. Et moi, j'ai des amis qui cherchent à faire cuire des saucisses, à couper un oignon, à l'émincer, enfin, des choses vraiment de base, quoi. Donc la prospective à 10 ans de la cuisine, c'est on revient 30 ans en arrière. Bah oui et non, parce que ça sera plus moderne. Par exemple, je sais pas si, par exemple, Mémé, si elle accepterait de faire cuire des œufs dans le gaufrier, quoi. Je pense qu'il y a un mixte des trucs hyper modernes et un mixte des trucs hyper anciens, hyper basiques. Par exemple, l'histoire d'utiliser le fer pour faire des crèmes brûlées, moi je préfère largement, je trouve que ça a plus de charme que de le faire au chalumeau. Du coup, je pense que je suis pas la seule à le faire, etc. Alors, dernière question, en tant que blogueuse, pour Mémé Monique principalement, quelle est la place que vous avez envie d'occuper auprès de vos followers? Moi, ce que je dirais, ça serait plutôt l'inspiration, parce que pour moi, c'est important d'inspirer les gens au travers de nos recettes, de nos plats, de tout ce qu'on publie. Voilà, je te rejoins totalement et je rajouterais juste un autre point, c'est-à-dire le côté aide. On est une béquille, on épaule nos followers pour qu'ils parviennent à leur but, c'est-à-dire réaliser telle ou telle recette de cuisine, ou on a déjà eu des demandes, moi je voudrais réaliser telle recette mais il me manque une partie des ingrédients, voilà, vraiment les aider à ce niveau-là. Ben, merci beaucoup, Iso et Clara. De rien. De rien.